Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là, parce que, je sais que dans les dernières semaines, vous avez remarqué derrière moi qu'il y a des boîtes qui s'amoncellent, il y a des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent. Eh bien, oui, je déménage. Je déménage et c'est pour ça que j'enregistre quelques épisodes d'avance. Mais effectivement, je déménage, donc regardez pas le bordel. Puis deuxièmement, vous allez voir mon nouvel appartement bientôt. J'ai tellement hâte. Trêve de parler de moi parce qu'il n'y a pas juste moi dans la vie. Ben, en fait, oui, il y a juste moi dans la vie, mais apparemment que ça fait de moi un égocentrique de penser ça. Cette semaine, on parle de l'univers onirique au cinéma. C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? De que c'est que je parle? Ben, je le sais pas. C'est pour ça que j'ai avec moi un invité aujourd'hui. Puis aussi parce que parler tout seul, ben, c'est plate en esti. Donc, on va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Salut. Euh, je m'appelle Samia. Euh, j'ai étudié en cinéma. Je suis vraiment une passionnée de films. Je sais pas trop comment me décrire ou genre dire je suis qui. Fait que je vais faire un top 3 des films du moment. Comme ça va donner ma personnalité. Excellente idée, vas-y. Fait que mon top 3 de films du moment, parce que mon top 3 de films change tout le temps. Fait que ça montre un peu le genre de personne que je suis. Euh, je dirais le film Drive. Après ça, je dirais La haine, qui est un film français. Euh, oh mon Dieu, c'est Mathieu, c'est Mathieu quelque chose, Kazovic, Casavel, Kazovic. quelque chose de Il, ça. il jouait dans le destin d'Amélie Poulain, là. Exactement. Euh, Puis après ça, je dirais que c'est le nouveau Batman. Ah, je l'ai pas vu encore. En ce moment, là, en ce moment, je suis genre vraiment. J'étais allée le voir il y a pas longtemps, puis l'aspect comme image, je tripe bien raide. Écoute, je sais pas si tu étais au courant, mais l'acteur Robert Pattinson, Oui. il a dit que si le nouveau film Batman était un flop, il allait jouer dans un film érotique. Ah Donc, ouais? est-ce qu'on va le voir dans un film érotique ou pas? Honnêtement, je penserais pas, parce que Damn it! pour vrai, en tout cas, pour vrai, moi, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Ben, c'est pas mal un peu le commentaire que je vois un peu partout, pour être honnête, mais écoute, il va falloir que je vérifie ça par moi-même parce que moi, j'ai Ouais. la vérité ultime. Non, c'est pas vrai. Euh, C'est genre mais, mon film préféré que j'ai vu de l'année 2022 en ce moment. OK. Ouais. Mais la haine aussi, c'est où? C'est pas quelque chose de léger, hein? Non. C'est, c'est, Ouais. oui, ça décrit un, oui, oui, OK, OK. C'est un bon cage. Mais écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. J'entends déjà certains de mes auditeurs dire l'univers quoi? Ça On est- mange quoi en hiver? Ça mange quoi en hiver? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, c'est quoi un univers onirique? OK. Ben, en fait, l'onirisme, c'est vraiment pathologique. C'est un peu comme. C'est toutes les choses qui sont un peu hallucinatoires. Fait que l'univers onirique, ça engloberait un peu cet aspect-là un peu hallucinatoire de comme le rêve puis ces choses-là. Fait que ça, c'est un peu la base de l'onirisme. Donc, un peu le monde du rêve et de pas l'imagination en tant que c'est, là, mais comme comme l'hallucination, comme tu dis. Là. C'est comme Ouais, le. ouais, ben l'onirisme, c'est le rêve, en fait. OK. C'est tout, en fait, la logique, la pensée, l'interprétation du rêve. Je le caractériserais comme ça. Mais c'est une excellente catégorisation. Écoute, je me suis quand même un petit peu renseigné avant, tu sais, Ouais. juste pour pas avoir l'air niaiseux. C'est pas mal ce que tous les sites disaient, tu sais, comme, je veux dire, moi, je te compare à Internet, là. Écoute, là, t'as des croûtes à manger, là. Je te niaise. En fait, moi, j'ai appris c'était quoi un univers onirique, moi, être honnête avec toi, pas avec les films, mais en lisant le livre Oniria de Patrick Sénécal, Ben oui. je voulais juste faire un petit shout-out parce que c'est un excellent livre, mais on revient au cinéma. Mhm. Donc, écoute, ça part d'où cet univers onirique-là? Ça part
comment qu'on analyse ça, comment qu'on voit ça, par quoi on commence? OK. Ben là, hmm, c'est tellement général, mais je commencerai avec Freud. OK. Parce que, mettons psychanalyse, la pensée de l'inconscient, le travail du rêve, toute l'analyse du rêve, de ce que je connais, part un peu en principe de Freud. En fait, Freud s'est beaucoup intéressé à ses propres rêves. Il a fait comme une auto-analyse de ses rêves depuis son enfance. Puis, genre, il a écrit, suite à genre, le travail de l'interprétation de ses propres rêves, le livre L'interprétation du rêve. C'est simple de même. Fait que, Il savait où il s'en allait avec ça. ouais, un peu. Puis à partir de ça, en fait, lui, dans sa psychanalyse, il se concentre beaucoup sur le conscient, le préconscient, l'inconscient. Puis pour lui, en fait, il va un peu s'intéresser dans le rêve vraiment sur les messages que ton inconscient t'envoie selon tes désirs. Fait que pour Freud, ton inconscient t'envoie un message, mais qui serait pas le message serait pas genre euh, prémonitoire. Tu sais, on parle souvent que les rêves sont prémonitoires, puis des choses comme ça. Mais Freud, lui, c'est plus genre par rapport à tes désirs enfuis au plus profond de toi-même. Lui, c'est sexuel. C'est Ouais. très, très sexuel. Mais lui, Tout est toujours sexuel avec lui. ouais, c'est ça. Lui, en fait, il prendrait comme le principe que ton inconscient a vraiment comme des désirs, des pulsions extrêmement enfuies au plus profond de lui-même, puis viendrait te les faire parvenir à travers tes rêves. Fait que quand tu rêves, t'expérimenterais un peu euh, la réalisation de ton désir le plus enfui au plus profond de toi-même. C'est comme un peu c'est comme ton conscient qui gagne accès à ton inconscient. Oui, mais non. Parce que OK. parce qu'en fait, ton inconscient essaie de apporter ce désir-là à la surface, mais il y a quelque chose qui bloque qui s'appelle la censure. Ouais. Ouais, on a tout un petit bouton comme ça, hein? Un petit Ouais. bouton qui. Ah, tiens. Fait que c'est pour ça qu'avec la censure, tu dois comme analyser ton rêve pour pouvoir comprendre c'est quoi que ton inconscient t'envoie un peu comme désir, comme ces choses-là, ouais. Écoute, mais je vais être honnête avec toi, mes cours de psychologie sont un petit peu loin derrière moi, étant donné que je suis rendu vieux et. En tout cas, bref. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais est-ce que c'est pas Freud qui avait l'affaire, là, justement, le rêve du train qui rentre dans un tunnel, qui était comme l'image, on va se dire, là, d'une relation sexuelle, là? Exact. C'est de lui, hein? OK, Euh, OK. Je ne sais pas exactement si vraiment il a parlé de cet exemple-là, mais la signification, oui. Parce OK. en fait Freud va parler de symbolique. Puis ces symboliques, c'est comme, en fait, il y a différentes symboliques pour, mettons, le sexe masculin, le sexe féminin, la masturbation. Fait comme le sexe masculin, ça va être vraiment des choses qui vont être un peu la forme d'un pénis, là. Genre, Ouais, mettons, un phallique. avion. Ouais, c'est ça. Mettons un avion. Ouais. Excusez. Mais ça va être aussi des choses qui peuvent pénétrer le corps. Fait que ça peut être une épée, ça peut être comme des choses comme ça. Tout ça va représenter le sexe masculin. Après, le sexe féminin, c'est tous les endroits qui peuvent être pénétrés. Une porte, genre une ouverture de porte, ça peut être pénétré. Un tunnel peut être pénétré. Un train peut pénétrer le tunnel. Fait que ça montre un peu la relation. Ouais. Et, la masturbation, ce serait toutes les activités rythmiques. Fait que la musique, la danse, tout ça OK. signifierait la masturbation. Je diverge juste 2 petites secondes, là. Moi, j'aimais Freud, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à tous les fois que je le citais dans un travail au cégep, j'avais automatiquement une bonne note. Ça? Je ne sais pas pourquoi les professeurs au cégep, ils aiment Freud. Je Mhm. sais pas. Puis je parle pas juste des professeurs de psychologie, là. Tu sais, professeurs de français, professeurs d'art, professeurs. Ils l'aiment tout. Moi, en fait, c'était un peu la partie où ce que je pouvais parler de sexe dans un travail.
y a ça aussi, tu sais. Mais tant que ça marche, là, tu sais, c'est sûr que moi, je me rappelle, j'avais un cours d'histoire de l'art. Je sais qu'on reste sur le sexe, mais je suis vraiment désolé. J'avais un cours d'histoire de l'art et notre professeur nous a fait écouter la première chanson Salas, là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Euh, c'est une vieille chanson, puis c'est comme genre Allégez-moi, légez-moi dessous la boudinette. Puis c'est la première chanson Salas et ce qui était vraiment perturbant, c'est que c'était chanté par une chorale. Ok, Puis je me wow. dis, genre, comme, tu as vraiment plein de gens qui ont appris à chanter ça ensemble. C'est comme, mais moi, mes chansons, ça lâche, je les chante tout seul. Tu sais. Bref, oui, donc on revient au sujet. Des fois, je divague comme ça, je suis vraiment désolé. Problème. Donc, oui, donc Freud a beaucoup été sur l'inconscient. Le conscient, on le connaît. Mhm. Il est, on va se le dire, il est le père de la psychanalyse, comme Oui, il c'est est ça. reconnu comme ça. Oui, effectivement, ces temps-ci, il peut être vu très problématique, mais on n'embarquera pas là-dedans. C'est d'autres choses. On parle de l'œuvre de l'homme et non pas de l'homme en question. Exactement. Merci. Merci. Je veux juste faire le petit bémol au cas où que les gens commenceraient à faire voir que tu parles de Freud dans ton podcast. Parce que, tu sais, des fois, il y a du monde de même. Hein? On les aime tant qu'ils écoutent le podcast. Donc, oui, donc, est-ce qu'il y a juste Freud ou des fois est-ce qu'on peut se baser, ou c'est vraiment parce que lui, il s'est basé beaucoup sur ça dans ses études que ça devient quand même une base, là? Ben, il y a Jung, en tout cas, je sais pas trop comment prononcer ça. Ewing, Ah, c'est ça. Ok, Ewing. je com- moi puis la prononciation, là, des fois. Écoute, écoute, je suis tellement fier. Je me rappelle de c'est qui. De- Demande-moi pas de quoi qu'il parlait dans la vie, mais je me rappelle c'est qui. Ouais. Ben, en fait, lui, je l'ai moins étudié que Freud, fait que j'ai une connaissance plus basique sur lui. Lui, en fait, au contraire de Freud, parce que Freud, il disait que, mettons, c'est pas les choses qui t'entourent ou mon Dieu, comment je peux dire ça? C'est pas, mettons, tes expériences qui t'entourent, mettons, ta société, etc., qui va influencer tes rêves, mais genre ton vécu personnel, tes désirs OK. personnels. Puis genre, l'autre, il disait que, en fait, c'est comme ta société culturelle, historique, etc., qui va comme influencer tes rêves. Un peu Euh, comme une sorte d'inconscient collectif, genre. ouais, un peu. OK, OK. Mais je peux pas vraiment développer sur lui parce que, tu sais, c'est la seule chose que je connais de lui. Ah, c'est correct. Si jamais, si jamais il y a des gens qui écoutent, qui veulent partager plus Ah de oui. lui, moi, je voudrais lire. Euh, Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui se dit dans le podcast, si vous avez des idées différentes, si vous analysez vos films avec la base de Young, écoutez, écrivez-nous dans les commentaires, envoyez-nous des courriels, envoyez-moi des courriels. Écoutez, on va se faire plaisir de lire si c'est intéressant, puis de vous ignorer si vous êtes bête. Non, mais il faut leur dire des fois, tu sais. L'analyse, en fait, pour analyser les rêves, pour interpréter tes rêves, lui, c'est plus un peu justement dans la déconstruction de tes rêves. Parce OK, que ce qui va arriver, c'est que tu as un peu l'aspect manifeste du rêve, qui va être ce que ton conscient va se rappeler. OK, Donc, quand tu te réveilles d'un rêve, tu vas te rappeler de certaines choses, puis tu vas dire ces choses-là. Après, en fait, tu as l'aspect latent. Ben lui, en fait, c'est ça, c'est genre la véritable signification de ton rêve. Fait OK. que mettons, dans le noir, dans l'obscurité, tu dors et tu te laisses emporter dans les bras de Morphée. Puis, puis là, tu vas comme rêver, puis après, la censure va arriver. Tu vas avoir un peu un travail de déplacement. Fait que tout ce qui va être un peu sur l'aspect de tes désirs les plus enfuis, on va les déplacer avec la censure par des significations pour que ça puisse facilement aller vers l'aspect manifeste. Tu vas te réveiller, tu vas te rappeler ton rêve, puis des fois on ne se rappelle pas, mais mettons que tu te rappelles de ton rêve, euh, tu l'écris tout de suite pour ne pas oublier et toute cette description-là de ton rêve
c'est vraiment l'aspect manifeste. Après, en analysant les symboliques, tu vas aller chercher l'aspect latent, puis tu vas un peu déjouer la censure en trouvant, en fait, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi tes désirs, etc. On est-tu fucké en tant qu'espèce quand on censure nous-mêmes nos propres rêves? Ouais, c'est ça. Ah, excuse-moi. C'est un autre layer à la psychologie humaine. Là. C'est un autre comme. Ouais. C'est comme si j'avais pas assez de problèmes à me censurer dans la vraie vie, c'est rendu que je me censure dans mes rêves. Ouais. Ah. Mais c'est ça, c'est vraiment le pilier de l'analyse du rêve, de la psyché. Ben, c'est un peu le père de la psychanalyse. Donc, comment qu'on applique ça à l'univers cinématographique? OK. Ben, en fait, il y a vraiment plusieurs manières d'appliquer ça à l'univers cinématographique. Euh, Fait que je vais partir de la base. Dans le cinéma, il y a tellement genre, de manières différentes de comme, apporter le rêve. Fait que déjà à la base, le cinéma t'amène à rêver. C'est comme une usine à rêve. C'est appelé l'usine à rêve, là, un peu. Parce que comme le rêve, c'est genre une construction d'images qui te sont projetées. Mais c'est des images un peu fictives, mais c'est pas fictives, mais construites. Euh, Inventer, là, comme créer. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, au début, c'était des prises de vue de comme événements qui se passaient vraiment là. Tu sais, mettons les vues lumière, c'est genre l'arrivée d'un train ou tu sais, c'est pas des choses qui sont fictives, mais ça reste une construction d'images qui te sont projetées. Puis l'ambiance qu'on te met à l'intérieur d'une projection, c'est comme si tu rêvais. On veut un peu te faire t'immerger dans un film comme tu es immergé dans un rêve. Fait que t'es dans le noir, t'es dans l'obscurité, t'es enseveli par le son, t'es enseveli par l'image. Fait que tu te retrouves un peu immergé de la même façon que t'es immergé quand tu dors puis que t'as des images qui se passent comme à l'avant de toi. Tu arrives dans le monde hallucinatoire ou le monde de rêve que quelqu'un d'autre a créé pour toi, dans le fond. Là. Un peu, oui. Puis là, OK. avec l'arrivée de la fiction, ben là, ça vient un peu plus, comment je peux dire ça, un peu plus euh, définir un peu le rêve. Tu sais, ça vient un peu plus augmenter cet aspect-là de genre symbolique, puis un peu. Parce que en plus, ça tombe un petit peu dans le même phénomène du rêve où le rêve va changer des choses, va modifier des choses, rendre des choses pas réalistes, entre parenthèses. Fait que le film peut faire la même chose de son côté, inventer des nouvelles choses, inventer des. Ouais, fait qu'il y a un peu plus cet aspect-là de comme, vu que ça vient de ta tête, puis après ça, tu le mets, tu l'écris, puis là, tu fais des symbolismes, tu construis des choses avec des angles, de prise de vue, des choses comme ça. Puis après, on te le projette dans une ambiance où ce qu'on te fait immerger dedans, où ce que tu as l'impression que c'est réel, mais ce l'est pas. Fait que genre, tu sais, tout ça, c'est un peu comme si tu rêvais, genre. Fait que Mais juste écouter un film, c'est comme si tu rêves. Si on regarde ça dans l'aspect onirique, là, c'est un peu là. j'aime ça parce qu'à la base, c'est aussi, tu sais, le rêve, un peu, des fois, c'est un échappatoire aussi à la vraie vie. Mhm. Et c'est quoi un film, c'est quoi aussi? Tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu fais pendant 1 heure et demie ou 3 heures, tout dépendamment du film, là? Euh, Seigneur des Anneaux. Ah, excuse-moi. Un univers dans lequel j'ai pas envie de retourner oniré. OK. Parce que c'est ça. En fait, euh, c'est ça, avec cette construction-là, un peu d'images fictives, puis on construit des récits, on construit une histoire, on partage une histoire, ben, on vient aussi jouer avec euh, cet aspect surréaliste. Fait qu'on va, mettons, je vais donner un exemple comme les temps modernes de Charlie Chaplin. Ben, c'est comme un peu un récit qui est plausible dans la vraie vie, mais tu as cet aspect-là où ce que tu vois, Charlie Chaplin, son corps va dans genre les engrenages de l'usine, puis après ça, il ressort. Fait que tu sais, t'as comme un peu cet aspect sorti d'une hallucination, mais tu le prends comme si c'était réel. T'assistes au film, puis c'est comme, ah, c'est un bon film, puis tout, puis t'as vraiment été immergé dedans, comme si ce que tu vois à l'écran,
c'est quelque chose qui est plausible. En même temps, c'est que ça amène un message, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Je suis sûr que Charlie Chaplin, quand il a fait ce film-là, il voulait pas juste dire « Ah, tiens, ce serait drôle, un monsieur qui passe dans des... tout ça, non, non, non. » Je suis sûr qu'il y avait quelque chose en arrière, mais je pense, là. Ben, c'est sûr que le burlesque, ça avait un peu cet aspect de comme euh, rire d'une situation douloureuse. Ben, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Parce que, mettons, les temps modernes, ça parle un peu de cette difficulté-là, de comme les conditions de travail dans l'usine, perdre ton emploi, ne pas vraiment savoir comment monter à la surface de toute cette douleur-là, mais dans mis dans une ambiance un peu humoristique, où ce que tu ris des trucs un peu deep, dark qui se passent dans ta vie. Puis je pense que le burlesque est arrivé à un moment du cinéma, un moment de l'histoire, je pense, mais il me semble que c'est arrivé dans un moment de l'histoire où ce que, il se passait tellement de choses négatives dans l'histoire que les gens voulaient euh, regarder quelque chose qui pourrait les faire euh, s'enfuir un Rire. peu de leurs problèmes, ouais, c'est ça. Mais Ouais. en même temps, j'aime ça parce que tu dis ça, tu sais, comme tu dis que c'était pour amener l'image de la douleur puis tout ça. Puis je suis juste en train d'imaginer quand tu es un homme qui passerait réellement dans des engrenages, ça ferait, ça ferait mal en s'il vous Non, plaît. c'est ça. Mais Hmm. pour l'aspect, mettons, onirique de juste cette séquence-là, c'est plus technique, moins dans l'analyse onirique, Oui, c'est plus oui. technique en disant que, mettons, juste avec la construction d'images de fiction puis des choses surréelles, que tu es tellement immergé dans le film que tu acceptes un peu cette réalité surréelle. Comme étant réaliste. Ouais, c'est ça. OK. Ah, OK. Ouais. Fait que dans le fond, l'univers onirique pour rendre plausible ce qui ne le serait pas dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Comme tu rêves, puis t'as des choses qui sont pas logiques quand tu rêves. T'as des objets qui apparaissent, des objets qui disparaissent. T'as pas la notion mettons, tu te retrouves à un endroit sans savoir comment tu t'es retrouvé à cet endroit-là, mais tu te réveilles puis tu dis, ça faisait du sens. Tu sais, t'as l'impression que ça fait du sens. C'était tout à fait normal Ouais, c'est ça. si seulement la téléportation existait. C'est ça. Moi, ça arrive avec mes clés, hein, ils disparaissent, ils réapparaissent. Ça arrive dans la vraie vie pour moi. Non, c'est ouais. Mais tu sais, c'est ça, tu as comme l'impression un peu, surtout quand tu rêves que tu es dans un moment un peu réel, c'est quand tu déconstruis ton rêve que tu es genre, oh, ok, non, c'est bizarre, j'ai rêvé vraiment à quelque chose de weird. Ouais, ben, mes rêves font rarement du sens aussi, là. Non, c'est ça. Mais sur le moment, quand tu rêves, tu as l'impression que ça fait du sens. Tout à fait, tout à fait. Écoute, C'est ça que le cinéma fait. Tu écoutes le film, tu as l'impression que comme c'est réel, que ça fait du sens. Même tu t'attaches des fois à des personnages tellement profondément là, que tu as l'impression que c'est tes amis. Fait que c'est un peu. je m'en allais te donner un exemple un peu boboche, là, mais comme, comme Ellie dans Blonde et Légale, on y croit tellement qu'elle est devenue avocate à cause d'une vidéo dans une piscine. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ce genre de choses-là. C'est comme, on t'amène des histoires que tu vas prendre pour du réel. Ben, du réel. Tu prends un peu comme l'aspect réaliste de la chose. Ouais. Hmm. Mais ça l'est pas, c'est de la fiction. Fait ouais, OK, 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 ouais. Excuse-moi, tu es en train de mettre plein de plugs dans ma tête là, qui sont. Charlie Chaplin va me passer dans le cerveau bientôt. Ouais. Euh, OK? Et donc, ensuite, on embarque dans quoi? ben là, c'est ça. Fait que là, ça, c'est juste un peu cet aspect-là de quand tu regardes un film, c'est un peu la même ambiance que quand tu rêves. Euh, mais après, on peut embarquer aussi pas encore dans l'analyse, mais dans un peu la construction d'appliquer ses propres rêves au cinéma. Fait qu'il OK? y a un film, c'est 16 minutes, c'est sur YouTube. C'est de Salvador Dali et Louis Buñuel. Me semble que c'est Louis Buñuel. Mais c'est Buñuel, mais son prénom, je ne sais pas. C'est un chien andalou. Ça va? Ce film-là m'a fait faire des cauchemars. Ben, c'est ça. Ça a été inspiré. Ben, en fait, non, ça n'a pas été inspiré. C'est que Salvador Dali et Buñuel ont pris leurs rêves qu'ils ont fait
et les ont appliqués en images. C'est vraiment ça. Il me semble que c'est un des deux. Je pense que c'est Dali qui a rêvé à comme un œil qui se fait couper. Hmm. Mais le pire, c'est que c'est pas la partie qui me fait faire des cauchemars. Ah Moi, non, moi, c'est pas grave. moi j'ai une phobie des fourmis. Ah, ben oui, Et oui. les fourmis qui sortent de la main de la... Écoute, j'en ai rêvé pendant 3 semaines, genre. Ouais, mais c'est ça. Ah, Mais dans parce ce film-là, c'est vraiment onirique parce que ça vient de chercher la. que j'en parle, genre, puis j'ai des frissons dans le corps, genre. Excuse-moi. Ah, pas de problème. Mais on vient de chercher un peu l'aspect onirique, mais vraiment, tu sais, au premier sens, parce que c'est vraiment comme les rêves. Au premier degré, là. Ouais, au premier degré, parce que c'est vraiment comme les rêves appliqués en images. C'est pas comme t'imagines une histoire, puis tu rêves à une histoire, tu la filmes. Puis Parce c'est ce que qu'on fait. on s'entend que ce film-là, il n'y a pas de sens dans le film, là. C'est vraiment une Exact, suite d'images, comme un rêve, là, comme... exactement. Mais tu sais, à un moment donné, euh, je pense que le film s'ouvre un peu. Ben, il sauve pas dessus, mais au début du film, tu vois juste comme un personnage arriver en tutu sur un vélo, puis après, ça fait comme plus vraiment de sens. Tu vois comme il y a une séquence où tu as juste des objets qui arrêtent pas de comme s'ajouter à genre t'as des chevaux ou des vaches là, qui tirent quelque chose avec des gens dessus, puis là, il y a plein d'objets qui s'ajoutent dessus cette séquence-là. Écoute, ça aurait pu être le vidéo dans The Ring, genre. Oh, mais ouais, exact. Ça aurait été le vidéo dans The Ring, ça m'aurait fait plus peur que le vidéo dans The Ring, genre. Ah oui, ah oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, c'est assez dégueulasse. Genre, j'ai écouté ça peut-être genre 10 fois. À tous les fois, je sais, à tous les fois, je sais le moment exact où ce que l'œil se fait couper. Puis je ferme mes yeux parce que je suis pas capable de le voir. Je trouve ça Mais dégueu. écoute, pour quelqu'un qui aime les films d'horreur comme moi, je vais être honnête avec toi, c'est bien fait en esti pour le temps que ça a été fait, là. Oui, Je vraiment. veux dire, on dirait quasiment qu'ils ont kidnappé un itinérant pour y couper un œil pour la vidéo, là. Il me semble que c'était un œil de bœuf. Ah ouais, il me semble que j'ai lu quelque part que c'était un œil de bœuf. Mais je me OK. trompe peut-être, là, mais il me semble que oui. Euh, Ah, mais mon c'est Dieu. ça. Mais, Mais ah, je vais dire à mes auditeurs quand même, si vous avez jamais vu cette vidéo-là, ça vaut quand même la peine, là. ouais. C'est quand même un vidéo, un film qui est considéré comme un classique du cinéma quand même, là. Ça l'a joué beaucoup dans l'histoire du cinéma puis de l'art, là. C'était dans la vague surréaliste, pas mal, là, ouais. Donc c'est quand même... Oh my God. On peut-tu passer à autre chose parce que là, sinon, là, mon cerveau, il va... Fait que ouais, c'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça. Juste l'aspect un peu, c'est ça, juste l'aspect un peu d'éléments qui disparaissent, apparaissent, qui font pas de sens, est beaucoup présent dans ce film-là. Mais sinon, je dirais qu'il y a un autre film, ben comme, tu sais, c'est ça, la logique du rêve est très présente au cinéma dans le sens que là, je dis pas la logique du rêve selon la définition de Freud et tout, genre, je dis la logique du rêve selon le fait que tu as l'impression que c'est logique, mais ce l'est pas. Ouais, c'est ça. Moi, je parle plus quand je dis logique du rêve, c'est vraiment comme euh, t'as l'impression que ça fait du sens, mais les choses apparaissent, disparaissent. T'as aussi une certaine frontière entre elles et réelles. C'est toute cette logique-là qui fait partie un peu de l'univers onirique. C'est la logique de l'illogisme. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. T'as l'impression que c'est logique, mais ça l'est pas. Moi, j'aime ça quand je dis des affaires brillantes de même, là. Écoute. Oui. Euh, Fait que c'est ça. Fait que, mettons, il y a beaucoup de films qui vont utiliser cet aspect-là de comme éléments qui sont pas logiques, mais qui sont en apparence logiques. Puis depuis longtemps, depuis très très longtemps. Juste l'aspect de disparition puis apparition d'images, sans nécessairement que ce soit logique ou que ce l'est, c'est là depuis la création des effets spéciaux, tu sais. Je dis pas que ça, c'est onirique en soi, mais juste genre
Le voyage sur la Lune de Georges Méliès a déjà apporté cet aspect-là de comme faire apparaître quelque chose dans l'image, puis tout de suite la faire disparaître. Je vais être honnête avec toi, je suis juste un petit peu flabbergasté, genre comme je trouve ça le fun, genre, je trouve ça vraiment le fun comme tu m'apprends beaucoup de choses. C'est ça que je suis en train de dire. Puis on dirait que mon cerveau il fait comme OK, OK, mais là aussi OK, comme excuse-moi. Mais ça, c'est ça. C'est pas, je dirais pas que le voyage sur la Lune est onirique ou comme est une représentation du rêve, mais c'est quand même depuis ce temps-là que, comme, mettons, cette expérimentation-là de faire disparaître des images, les faire apparaître à l'écran, euh, ça existe pas mal. Ben, en tout cas, Un peu comme tu disais au départ là, avec le niveau technique. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le niveau technique a comme évolué pour après ça amener un peu cette construction-là d'un récit qui, là, serait pas du tout logique, puis serait vraiment dans la symbolique, dans l'onirisme. Puis là, c'est le fun d'analyser des films sur ce point de vue-là. Fait que ça, Écoute, c'est comme la base. Là, je pense que je viens de passer toute la base de l'onirisme. super. Maintenant, je pense qu'on peut parler de films. OK. Donc là, on a la base. Fait que là, on s'en va où avec ça? Quel film? Écoute, je sais que tu m'avais mentionné quelques films avant qu'on voit le podcast, mais il y en a quelques-uns que j'avais vus. Il y en a quelques-uns que tout le monde sait que ça va. On parle, on va aller dans le cliché. Si on parle de rêve, là, il y a des clichés aussi. Là. Ouais. Je veux dire, c'est comme la madame qui monte les escaliers au lieu de sortir dehors dans le film d'horreur. Il y a des clichés Ah, partout, c'est ça. guys. En parlant Mais de en parlant de clichés, j'en ai eu un en tête parce qu'il y a eu aussi cette représentation-là de l'inconscient. Là, on n'est pas encore dans la représentation de symbolisme, onirique, rêve, etc. Mais la représentation de l'inconscient, le plus cliché possible, c'est le petit, mettons, l'ange sur l'épaule droite, le diable sur l'épaule gauche. Mais c'est très important que le diable soit sur la gauche puis l'ange sur la droite. Ça, ah c'est oui? mais oui, parce que de la façon dont moi je l'ai compris et que je l'ai analysé, c'est que si tu regardes dans tout cet aspect religieux-là, mais je ne vais pas me poser là-dessus parce que moi je suis pas très Non, mais heureuse en religion ou ces je affaires-là. suis juste intrigué de Mais la signification de la gauche puis la droite, c'est ben, juste pour en ça. fait, il me semble que là, je suis pas, tu sais, pas que je suis pas confortable, mais genre, je veux pas blesser des gens, là. Non, non, mais écoute, on parle de symbolique de religion, là. On parle Mais, pas du bien ou du mal ou quoi que ce soit, là. non, c'est ça. Mais il me semble que, mettons, dans cet aspect-là, un peu, euh, qu'il y a comme cette symbolique puis cette croyance-là que la gauche, c'est le mal, la droite, c'est le bien. Mais même, tu sais, même dans tout, genre, quand tu dis que tu as des opinions de gauche et genre des opinions un peu comme plus négatives qui vont à l'encontre des opinions de droite, ben c'est un peu le même principe. C'est genre, la gauche représente l'enfer, la L'anarchie, droite représente genre la bonté, ouais, c'est ça. le- le- l'angitude. Ouais, fait que, ou même dans cet aspect-là, qui est comme pendant un certain temps, même si tu étais gaucher, tu étais obligé d'écrire de la droite parce que la main gauche, c'était genre représentatif de genre le mal, puis tout ça. Puis, ben, dans cet aspect cliché-là de la représentation de l'inconscient, le diable serait sur l'épaule gauche, puis l'autre sur l'épaule droite. Nice. Écoute, je trouve ça vraiment cool. Je savais même pas qu'il y avait une Wow. J'en suis bouche labée. Ouais, ouais. Mais j'ai pas vraiment de film, mais me semble que mais j'ai un exemple de vidéoclip de genre Stupid Girl de Pink. Et là, me semble que le diable est sur la gauche puis l'ange est sur la droite. OK. Je vais pas me mettre à chanter parce que. Et donc, on embarque dans des films. Ouais. Fait que là, c'est ça. Mais là, j'ai un autre exemple Ah, OK, vas-y. d'inconscient. Là, là, c'est un peu plus psychique, cette appropriation-là de l'inconscient, qui serait dans Birdman. Parce que là, tu as vraiment un, un genre de surmoi au-dessus de lui, qui serait la représentation de ses désirs les plus profonds. Ça, ce serait comme une autre représentation de l'inconscient.
OK, l'espèce de... OK. T'as vu Birdman ou pas? Non! Ok. Je vais essayer de l'expliquer. En fait, Birdman, c'est un film où tu as le personnage principal, j'ai oublié les noms par contre, je suis désolée, là. Mais le personnage principal, c'est comme un peu un acteur, puis il fait, ben, tu sais, de théâtre, là. Puis il fait aussi, il est en train de construire une pièce de théâtre et tout ça. Mais là, il avait fait le personnage de Birdman, qui était un peu comme un super-héros, genre, habillé en genre d'oiseau. Puis, puis là, le film ou la pièce de théâtre, en tout cas, Birdman a juste comme, tu sais, il est plus en œuvre. Fait que là, il se voit un peu, c'est ça, il se voit un peu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté le film, là, mais il se voit, c'est ça, dans une pièce de théâtre, etc., à essayer de la construire, puis un peu le metteur en scène, me semble. Puis, en même temps de tout ça, il se voit possédé par son inconscient qui est Birdman. Il s'imagine, genre, Birdman au-dessus de lui, un peu lui dire quoi faire, des trucs comme ça, genre. C'est comme une espèce de... C'est comme si c'est la version la plus forte de lui qu'il imaginait, genre. C'est ça, un genre de surhomme au-dessus de lui, mais c'est comme un peu la représentation de son inconscient qui essaie OK. de genre lui dire de faire telle chose, telle chose, telle chose. Puis cette représentation de l'inconscient-là devient tellement forte sur ses épaules qu'il prend pas mal possession de lui-même. OK. Donc, il commence à avoir la personnalité de Birdman au fur et à mesure, ou? Un peu. Ah, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas OK. vu le film, Mais c'est faudrait correct. vraiment que je le re-regarde. Même le synopsis genre, que je viens de dire, comme le résumé que je viens de dire, je suis pas sûre à 100%. Je vais être honnête avec toi, la seule chose que je sais sur ce film-là, c'est qu'il y a Michael Keaton dedans. Oui, ben, c'est le personnage principal. Ouais. Mais excellent. Il faudrait que je le voie. Il est dans ma liste de films à voir, mais tu sais, Ah on ouais. dirait que je le repousse tout le temps, là. Ah, Tu sais, il est comme assez bon, oui. ma Ben, en liste tout de cas, films à voir est rendue tellement grosse que des ouais, fois, il faut c'est que je fasse des choix, là. ça. Ouais, moi aussi. Euh, Donc, oui, donc c'est une belle représentation de Michael Keaton, cette espèce d'image-là de lui ce qui semble être la réussite pour lui, dans le fond, ou quelque chose comme ça, là. un peu, oui. OK. Ouais, un peu. C'est Fait que une c'est ça. belle image. Ouais. Mais ça, c'est un peu la représentation comme des différents inconscients. Fait que ouais, ça, c'est pas mal cliché, le petit diable puis le petit ange, là, mais c'était déjà une façon de représenter l'inconscient de manière manifeste, là, c'est le plus, voyons, tu sais, c'est pas, Là, tu sais, c'est le plus facile quand ouais, même. c'est ça, genre, on te le dit, là, c'est dans ta face. T'as pas à l'analyser pour C'est comprendre, ça. genre, c'est C'est leur ça. désir, puis, La puis première fois que ça a été fait, ça a sûrement été révolutionnaire. Mais après ça, ça l'est moins. non, c'est ça. Mais en plus, j'ai pas d'exemple sur la première fois. Il aurait fallu que je regarde ça. Un exemple sur la première fois que ça a été appliqué. D'après moi, c'est je sais pas si c'est dans le dessin animé. Ben, je sais que ça arrive souvent dans les dessins animés, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sérieusement, je ne sais pas non plus, mais ça serait intéressant d'aller regarder. Ouais. Ça sera peut-être pour un autre épisode, guys. Ou si vous avez la réponse, mettez-la donc dans les commentaires. Ouais. On aimerait ça savoir. Éduquez-nous. Bref, faut leur dire ça aussi des fois. Ouais, non, c'est ça. Euh, Fait que là, j'ai plusieurs films. OK. Faut comprendre aussi que pour analyser un film, on le fait de la même façon qu'on analyse un rêve. On le regarde, on le déconstruit, puis on le reconstruit. C'est pas OK. mal ça. Fait qu'en fait, c'est la même chose pour analyser un film. Tu le regardes, tu le déconstruis, tu le reconstruis. Mais là, l'aspect onirique, ben, tu viens chercher les éléments symboliques, puis là, tu vas chercher avec Freud, puis tout ça. Fait que tu vas aller chercher beaucoup plus le manifeste, le symbolique, le déplacement, la censure, ces OK. choses-là. Euh, Récemment, justement, parce que j'ai eu un cours, il y a pas vraiment longtemps, d'analyse filmique. Je suis genre en plein dedans en ce moment. Pour on a parlé du travail du rêve. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est dans le film Aime le maudit de Fritz Lang. Puis dans ce film-là, il y a beaucoup de censure. Puis il y a ce travail du film-là qui s'apparente au travail du rêve avec le travail du déplacement. Fait qu'en fait,
t'as comme ça. Il y a une séquence où tu as genre une petite fille qui se voit approchée par un homme qui est M. le maudit. Ben, me semble que c'est lui. En tout cas, elle se voit approchée par un homme. Euh, Puis cet homme-là, tu vois juste comme son ombre. Puis comme tu vois genre la petite fille. Puis après, la petite fille, elle va avec lui. Puis là, il donne un ballon. Puis tu sais, comme tu comprends un peu qu'il arrive, qu'est-ce qui va arriver un peu avec cet homme-là. La petite fille, tu ne le connais pas. Puis après, on Parle de déplace, kidnapping, là. ouais, c'est ça. OK. On déplace l'action du kidnapping par la douleur de la mère qui vient de perdre sa fille. Elle voit que sa fille, elle n'arrive pas, puis elle appelle partout. Fait que genre, on déplace un peu cette action-là vers cette scène-là. Puis après, là, on déplace la séquence de meurtre. Tu vois pas le meurtre, mais tu comprends qu'il s'est passé un meurtre par, on vient symboliser la mort par le ballon avec lequel la petite fille jouait, qui glisse à l'extérieur d'un buisson, genre. Fait que tu comprends que le corps est là puis qu'elle vient de mourir. Fait que tout ça, un peu, vient du travail du rêve, de comme le travail, tu sais, le texte manifeste, le, le texte attend, le travail de déplacement. Wow! Tu sais, comment jouer avec les images, comment jouer avec Ouais, l'interprétation aussi, là. ouais, c'est ça, exact. Fait que là, OK. ça vient un peu de la même idée que Freud avait pour analyser ses rêves. OK. Ouais. Après, il y a d'autres trucs que là, il s'intéresse beaucoup au symbolique. Il y a un film qui est, ça c'est un autre film que j'ai vu cette session-ci, qui est Meshes of the Afternoon de Maya Deren. Je sais pas si tu connais un peu, non? C'est pas mal des vieux films, là. Euh, Dans ce film-là, en fait, Maya Deren s'intéresse beaucoup à genre un peu cette mobilité du corps. Puis, je trouve qu'il y a un aspect très onirique dans ce film-là parce que à travers la mobilité du corps, elle va un peu caractériser cet aspect de somnambulisme. Parce que, en fait, dans le film, tu as plein d'éléments qui font pas de sens, puis elle va venir un peu brouiller les effets de réel puis d'irréel. Tu vas voir un peu le corps qui se déplace de manière bizarre, il flotte dans les airs, il va dans le mur, après ça, il apparaît dans une autre pièce, là, il réapparaît dans l'autre pièce, tu sais pas trop comment il est apparu là. Fait que juste dans la mobilité du corps, t'es genre, OK, il y a un petit aspect surréaliste. C'est Puis là qu'elle va chercher la symbolique de ce qu'elle veut dire. ben, après, tu as aussi la symbolique dans les objets, parce qu'à un moment donné, mettons, je vais continuer avec le corps, il y a Oui. un double. Là, mettons, tu as le personnage principal qui est joué par Maya Deren, qui, euh, qui est comme en train de dormir sur une chaise, son double apparaît puis la regarde. Fait que là, tu vois un peu cet aspect-là de comme un peu un rêve. Comment qu'on appelle ça? Tu sais, un rêve où ce que tu sors un peu de ton corps, puis là, tu peux te voir Une toi-même. espèce de rêve astral, là. Ouais, c'est ça. Ben, on a un peu cet aspect-là de rêve astral dans cette apparition du double, mais il me semble qu'il peut aussi signifier la vision qu'elle a d'elle-même, parce qu'elle se regarde. Mais après, ça vient confirmer cet aspect-là de comme, ah, adore, puis ça, c'est comme elle qui vit son rêve. Mais tu as aussi d'autres choses un peu qui viennent dans la symbolique des objets. Tu as genre un miroir. Puis là, elle se regarde dans le miroir. Fait que là, tu as comme un peu cette question identitaire-là à travers son rêve. Après ça, on vient brouiller un peu les, les, euh, les frontières entre le réel et l'irréel du récit. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que le rêve est terminé parce qu'il n'y a plus rien qui fait plus de sens. Puis là, tu as comme son mari qui arrive. Puis à un moment donné, tu as juste comme elle qui tue son mari. Puis là, tu as un peu cette confrontation-là entre le rêve, non, la vie et la mort, parce qu'il se fait tuer. Puis son visage, genre, il comme brise. Puis là, tu as genre une image de la mer, genre de l'eau. L'eau signifie la vie, puis signifie. Fait que là, tu as comme cette confrontation-là. C'est vraiment très, très symbolique.
Mais après, tu réalises que ça aussi, c'est un rêve, puis qu'en fait, elle s'est tuée elle-même. Puis là, tu as juste un miroir qui brille. C'est un peu cette signification-là euh, de genre mort de soi-même un peu. Puis dans l'aspect somnambulisme, c'est que quand tu as vraiment l'impression que tu n'es plus dans un rêve, puis la façon dont ça termine, c'est le mari qui rentre à l'intérieur, puis la maison est tout défait, puis comme Maya est encore dans comme le lazy boy, là, puis morte, genre. Fait que c'est comme tout ce qui s'est passé, c'est vraiment passé, mais comme elle se l'est fait à elle-même. Fait que c'est un peu cet aspect-là somnambule qui vient dans le film. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Écoute, tu vas me faire rajouter des trucs à ma liste, c'est bon ça? Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment. J'ai vraiment vu ce côté onirique-là de ce film. De ce film-là. Hmm, OK. Fait que ça, c'est vraiment dans la symbolique, là. OK. Ouais, c'est vraiment dans la grosse symbolique Ouais. pure et dure, là. Ouais. Là, on était dans genre les films Ouais. vraiment symboliques, Mhm. mais il y a aussi des films que c'est vraiment. euh, on te parle de rêve, puis c'est ça la prémisse du film, comme Inception. Ouais. C'est très. Ils nous le disent d'avance que c'est de ça qu'on va Ouais. parler, là. Mais Inception, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi va briser les frontières entre le réel et l'irréel. Parce qu'on ne sait plus. Ben là, est-ce que je vais faire un spoiler alert? Fait que genre, s'il y a des gens qui veulent vraiment l'écouter et qui l'ont pas vu, je vais spoiler. En même temps, si vous n'avez pas encore vu le film, là, gars, ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est ça. Parce que je vais parler de la fin. OK. Ben, tu l'as vu, je peux parler de Ouais, la ouais, fin. ouais, 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 ouais. Euh, Le style toupie. Non, excuse. non, c'est ben, exact. Parce que ce qui arrive avec ce film-là, c'est que ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que tu peux l'écouter tellement de fois, tu vas avoir des trucs différents à chaque fois. Puis, puis c'est ça, dans la manière qui brise les frontières entre le réel et l'irréel, c'est la première, je sais pas pour toi, mais la première fois que j'ai écouté le film, j'ai écouté avec quelqu'un qui l'a vu plusieurs fois, puis il fallait tout le temps que je lui demande est-ce on est-tu revenu on est-tu encore dans un Qu'est-ce qui rêve? se On est passe là? revenu dans la réalité? Je vais être honnête avec toi, moi aussi, j'étais comme, attends, là, hein? Ouais, Là, on est où? Là? Puis, tu sais, comme, j'ai eu ouais. de la misère à suivre la première fois aussi. Parce que, tu sais, c'est juste une scène où ce que... oh mon Dieu, c'est quoi? Moi, j'ai tellement... Pour retenir les noms des personnages, là, mais t'as comme le, le personnage joué par Elliot Page, puis OK. l'autre qui est joué Leonardo. pas par lui, mais par celui qui ressemble à Heath Ledger, là. Joseph Ouais, Gordon-Levitt. c'est ça. Ouais, il a joué Il ressemble un un des peu- Robin. Ah ouais, il ressemble un peu à Heath Ledger, je trouve. Je trouve pas, mais OK. Vrai? Moi, je trouve un peu. Moi, je trouve pas, mais c'est correct. OK. Je trouve qu'ils ont comme des airs du visage un peu similaires. OK. Donc, oui, Joseph Gordon-Levitt. Ouais, puis c'est ça, Elliot Page. Tu sais, ils se parlent ensemble dans comme ce qui est réel. Puis après ça, tout de suite après, ils continuent leur conversation dans la construction du rêve, un peu dans cet aspect, dans cet effet, Oui, voyons, qui tourne, qui ouais, c'est comme. ça. Ouais, le genre de choriste, un effet Ouais, d'optique, là. Ouais. ouais, Mais ouais. tu sais, c'est ça, t'as genre cet aspect-là de comme des gens à la base, ils continuent des conversations du réel jusqu'au rêve. Fait que déjà là, t'as cet aspect de comme briser les frontières. Mais Puis t'as cet aspect-là de OK, mais jusqu'où on est rendu là, dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve, là. ouais, aussi, parce qu'il y a tellement. C'est ça. Parce que c'est pas juste genre, OK, on va faire un film où ce que on va dans toutes les couches du rêve, puis on va implanter une idée au plus profond. On va jouer aussi avec les retours dans le réel, puis les. Tu sais, c'est un peu. Ouais.
Mais il y a aussi cet aspect qui entoure le personnage de Leonardo DiCaprio qui amène un peu à la fin, qui est genre l'aspect où ce qu'il dit que dans ses rêves, quand il rêve, il peut pas voir le visage de ses enfants. Puis, c'est là un peu la fin où ce que toi non plus, tu vois pas le visage de ses enfants. Lui, tu as l'impression qu'il le voit, mais de la façon dont c'est filmé, tu vois pas le visage de ses enfants. Fait que tu sais Puis pas là, s'il les voit ou pas pour vrai. ouais, c'est ça. Puis là, t'as comme le jeu un peu avec la toupie ou ce que genre le jeu du son, que t'es pas sûr si elle va tomber. Mais là, comme de la façon dont tu l'entends, elle est comme prête à tomber, mais tu vois pas tomber. Fait que t'as tout cet aspect-là que t'es juste comme est-ce qu'il est revenu ou pas? Tu sais, on dirait que genre vers la fin, il voulait accepter de rester dans cet univers-là parce que c'est le seul univers où il peut voir sa femme et ses enfants. Fait que c'est un peu. Moi, je te dis, la fin me brain fucké, là. Écoute, Ouais, tu sais, puis en plus, ils arrêtent le film sur la toupie, justement, ouais, parce qu'ils savent en esti qu'on va se poser la question, là. ouais, non, C'est c'est ça ça. qu'ils veulent, Ouais, les esti de chiens, ça, excusez. non, c'est ça. Mais c'est ça. Dans l'analyse, il y a certaines. Les gens vont aller chercher certains éléments pour démentir, mettons, la fin. Tu sais, mettons, dans ses rêves, il peut jamais voir, mon Dieu, c'est pas un majordome, là, c'est genre l'homme un peu qui s'occupe des Ouais, enfants. ouais, ouais. Je sais pas c'est quoi son rôle, là, je me rappelle plus, là, mais La babysitter. ouais, je sais pas trop, là, En tout cas, mais il peut pas voir cet homme-là dans ses rêves. Là, mais là, à la fin, il est là. Fait que là, les gens disent, ah, il rêve pas parce qu'il est là. Tu sais. Mais tu as tellement mais d'éléments qui te font dire qu'il rêve encore. Fait que c'est un peu ce jeu-là qui vient fuck la fin. Là. pour être honnête, tu peux lire des analyses sur Internet puis en ligne qui vont dans les deux directions, puis Exact. ils ont tous d'excellents arguments, là. Exactement, c'est ça. Mais je pense que c'était ça le but. Là. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce film-là. Mais c'est sûr que c'est déjà un film que c'était le. Tu sais, la prémisse, c'est de parler du rêve. Là. Fait que genre, c'est On le moins sait dans. d'avance, là. Ouais, c'est ça. C'est moins dans comme. Je trouve que c'est moins dans le symbolique puis ces choses-là, mais c'est quand même très intéressant. Il y a certains aspects de la logique du rêve qui sont de retour dans ce film-là, un peu dans cette optique-là qui est comme t'arrives à une place sans savoir comment tu t'es dirigé à cet endroit-là. Puis chaque étape du rêve sont dans un lieu qui n'a aucun sens avec l'autre lieu d'avant, tu sais. Fait que genre, c'est un peu cette logique-là est présente. Puis il y a aussi le fait qui est intéressant, c'est le fait qu'il ne peut pas voir les visages de ses enfants, c'est qu'il ne se rappelle pas du visage de ses enfants. Quand tu rêves, tu peux pas rêver à des visages que tu n'as jamais vus. Tu vas tout le temps rêver, même si tu as l'impression de comme pas connaître le visage de la personne, mais c'est genre une personne que tu as déjà vue, genre en marchant, t'as croisé quelque part. De croiser dans la rue, oui. Ouais, c'est ça. Tu peux pas comme imaginer puis penser à des visages que tu n'as jamais vus. Puis il y a cet aspect-là dans Inception. Il ne peut pas voir le visage de ses enfants parce qu'il ne se rappelle plus du visage de ses enfants. C'est quand même triste quand on y pense, mais bon. Non, c'est ça. Léo, là, il est passé par beaucoup de choses. Son bateau a coulé, il s'est battu avec un ours. Non, c'est Je comprends pourquoi il se rappelle pas de la face de ses kids, là. ouais. On passe à un autre film qui est Ben, on peut parler de Nightmare on Elm Street. Et encore, encore là, c'est vraiment la prémisse du film, c'est le rêve. Fait que là, t'es moins dans genre l'aspect t'es moins dans l'aspect psychique, comme on parlait tantôt de l'inconscient. Là, je vais venir. Là, le dernier ouais, film, là, c'est pas mal dans ça que ouais. j'ai trouvé. Mais Nightmare on Elm Street, là, c'est vraiment. Euh, c'est encore dans l'aspect technique du rêve, je trouve. Je trouve que C'est comme. c'est là où moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est là où le rêve peut te faire mal dans la vraie vie aussi, Ouais, là. ouais, encore là, c'est de briser les frontières. Tu sais, on est encore dans le même, dans le même aspect de genre briser les frontières entre le réel et l'irréel. Mais ce qui est intéressant là, dans ce film-là, au contraire de genre Inception, c'est que
ça affecte vraiment le réel du récit. C'est ça qui est nice. Est-ce que tu sais comment Wes Craven a eu l'idée pour le film? Mais non, j'ai entendu dire que comme il voulait faire vraiment quelque chose de différent de tous les slashers qu'on avait vus, comme genre, je pense que le premier slasher, c'était genre Vendredi 13 ou Halloween. Il y a eu beaucoup de slashers avant, Ouais, c'est ça. mais celui qui a inventé la recette des années 80, ça a été Vendredi 13, oui. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'avais vu sur il y a comme la série Netflix The Movies That Made Us. Puis il me Ouais, semble que j'avais vu ça un peu. Il disait que genre la recette du slasher typique tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou genre tu sais, cet aspect-là de genre la première personne qui va mourir, c'est telle personne. Puis genre la survivante, c'est l'intellectuelle brune. Là. ouais. Genre, Mais Wes Craven a fait beaucoup pour le monde du slasher. Non, on ne parlera que de Scream, mais ça serait un tout nouveau sujet de conversation. Écoute, écoute, mais comment que Wes Craven a eu l'idée pour Nightmare on Elm Street, c'est il a lu un article de journal ah ouais, dans lequel il y a un homme qui est mort pendant son sommeil ok. et ils n'ont jamais compris qu'est-ce qui s'est passé, mais les organes internes de l'homme étaient brisés comme si l'homme était tombé d'un édifice genre de 20 étages. Oh shit. Mais les organes internes étaient éclatés à l'intérieur comme ça, genre. C'est impossible que ce soit arrivé pendant qu'il dormait. Et Ok. c'est là qu'il y a eu l'idée de peut-être qu'il est mort dans son rêve puis que c'est arrivé dans la vraie vie. C'est là qu'il y a eu l'idée, genre. Mais je trouve que de la façon qu'il a fait, ça a un peu justement révolutionné cet aspect-là du slasher. Il fait quelque chose de complètement différent de Vendredi 13. Parce qu'en plus, Vendredi 13, ça a comme amené l'idée du slasher qui est immortel, qui Ouais, meurt jamais. Et en effet. quoi de pire qu'un rêve? Ça meurt jamais un rêve, là. Genre, c'est ça justement. Lui, il peut les tuer dans la vraie vie. Fait que, comme les tuer dans leur rêve fait en sorte qu'ils les tuent dans la vraie vie. Mais là, c'est là que c'est intéressant, c'est que eux peuvent pas le tuer dans le rêve parce qu'il va toujours trouver une façon de revenir. Fait qu'il faut qu'ils le prennent et qu'ils l'amènent, qu'ils trouvent une façon de l'amener dans la vraie vie pour S'en le débarrasser. tuer. Ouais. Puis encore là, ça marche pas. Non, parce qu'il y a des suites. C'est ça. Et écoute, pour arriver dans la psychanalyse de Freud, je ne sais pas si tu as vu le deuxième, Nightmare on Elm Street. Je les ai toutes vues. Ouais. Écoute, le deuxième, c'est une analogie de l'homosexualité pure et simple. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Regarde ce film-là avec cette vision-là et je te dis, Ouais. tu vas capoter. Le gars, il y a la fille sur laquelle il tripe, genre, Ouais. mais à chaque fois qu'il est avec elle, il commence à comme pogner les nerfs, il s'en va dans la chambre de son ami, t'as Freddy qui sort de son corps, le coming out de tout ça. Écoute, Ah, la scène de la... Écoute ce film-là en disant que c'est une analogie de l'homosexualité, puis je te dis, tout va cliquer dans les images du film, oh, mon tout Dieu, va faire du sens. OK. Sincèrement, le deuxième, c'est Ouais. ça. Ah, ça ferait du sens. Genre, si tu vas chercher comme cet aspect-là du rêve de Freud qui parle des désirs intérieurs vraiment sexuels, juste cet aspect-là de comme dans un peu, il sort de lui un peu comme dans Alien. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis il sort justement, tu sais, comme puis il tue le gars que il pourrait être en amour avec, genre. Ouais, c'est ça. C'est Puis comme il donne naissance juste à la, il donne un peu de naissance à son désir le plus profond. Ouais. exactement. Puis tu sais, comme ça vient aussi avec la réfrénation de l'homosexualité, là, dans le sens où, tu sais, comme c'est son amour pour la fille qui le sauve à la fin. Fait que l'hétéronormativité, en tout cas, bref. Ah Ouais, ouais. ouais. Ça, je l'avais Écoute, pas vu comme ça. ce film-là, c'est un film qui est considéré comme un film super queer dans le monde LGBTQ, là. Pour vrai? Oh. Je vais écouter ça avec ce point. En plus, je voulais me les retaper récemment. Mais Moi, c'est ouais, pour ça qu'en plus, quand tu m'as parlé d'univers onirique, c'est ça qui m'est venu en tête tout de suite. Parce que ça tape dans l'analyse de Freud, ça ouais, tape dans tout, là. ouais, mais c'est vrai d'une façon, genre, si on l'analyse de genre ce point de vue-là freudien, surtout avec cet aspect très, très, très phallique et sexuel, ça marcherait. Ouais, Surtout le deuxième. Surtout le ouais, non, deuxième. c'est ça.
Mais sinon, ce que je trouve nice aussi des Nightmare on Elm Street, c'est aussi cet aspect euh, hypnotique. Tu sais, dans le sens que, genre, juste dans la façon dont ils sont tués, je pense à une scène en particulier, je me rappelle plus c'est dans lequel, mais c'est celui qui se passe à l'asile psychiatrique. Warrior, Nightmare on Elm Street, Dream Warrior. Quand le gars, il se fait un peu arracher ses nerfs, puis là, il se fait promener comme un pantin. Puis là, tu vois, genre, le géant Freddy au-dessus avec le truc du pantin, me semble. Euh, mais après, on te ramène au réel où il n'y a pas ces trucs d'arracher. Il Il fait est juste... juste en train de faire du somnambulisme. Exactement. Fait que genre, t'as cet aspect-là. Excuse-moi. Pas juste... C'est pas juste genre... je pense que aussi, me semble que dans le premier, je pense, avec Johnny Depp, qui se fait genre qui se fait tuer dans son lit, Fait avaler par le lit, ouais. genre tout le sang, puis tout ce qui se passe après, quand il se retrouve, il n'y a pas de sang. Tu sais, il est juste mort de manière comme inexplicable. T'as tout cet aspect-là un peu de genre tout ce qui se passe dans le rêve, toi, tu y as accès, mais dans la vraie vie du récit, eux, ils n'ont pas accès, mais ça s'est quand même passé. Fait que, tu sais, c'est tout genre quand je parle de frontières entre les réels et le réel, c'est un peu ça. Écoute, si vous avez pas vu, écoutez, si vous avez pas vu les Nightmare on Elm Street, les Cauchemars sur la ruelle, pour ceux qui aiment les films en français, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Puis, en plus, si on parle de A New Nightmare, Nightmare on Elm Street, A New Nightmare, qui ramène encore ça plus, où Freddy se ramasse dans le monde réel parce que le film a créé une entité du monde de l'univers des rêves qui s'est transposée dans la vraie vie. Ça devient encore plus méta, là, puis encore plus Ouais, intense. Là. exactement. Exactement. Ouais. C'est c'est ça, c'est quand même parce que juste avec l'idée de faire une prémisse de genre, OK, on va s'inspirer de quelqu'un qui est dans un rêve, on va déjà comme faire la prémisse autour de des péripéties rêvées. Ben, t'as une multitude de genre trucs qui peuvent se passer, là. Puis ce qui est le fun aussi Oublie d'appliquer, pas. ben, c'est ça, puis ce qui est le fun aussi d'appliquer euh, ça dans un film d'horreur, c'est la multitude de choses gore que tu peux te permettre de faire. Juste genre, ma scène préférée, je pense, c'est la scène de la pizza. Genre, c'est comme... euh, Fait que Ouais. ouais, c'est genre vraiment la multitude de choses que tu peux faire les plus loufoques possibles, mais tu vas l'accepter parce que tu sais que c'est comme techniquement rêvé. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la scène là, justement dans Dream Warrior où que la fille se fait rentrer la tête dans la télé. Là. Ouais, aussi. Excusez. Ouais. Non, c'est Ah. Là, j'ai envie de exactement. toutes les réécouter, mais tous mes films sont pactés, genre. Non, c'est... Ah, excuse-moi. Ouais, moi aussi, faudrait les... Mais on ne parle pas du remake. Mais ça, c'est encore genre un retour aux sources, là. C'est comme... mais mal fait. Je m'excuse, mais tu sais, comme. Non, on n'embarquera pas là-dedans parce que je vais en parler pendant 20 ans. On va changer de film parce que sinon, j'arrêterai plus, genre. On approche de la fin, fait qu'il faut aborder le dernier film, Ok. malheureusement. C'est-tu Mulholland Drive que tu voulais parler? Exactement. Je vais être honnête avec toi. Je fais partie un petit peu de Mulholland Drive. Je l'ai vu. OK. Puis je fais partie des gens qui sont What the fuck I just watch. Exactement. Mais c'est ça Fait- avec David Lynch, hein. C'est pas mal. J'étais perdu. Il y a plein de choses que je comprenais plus. J'ai essayé de le réécouter, mais j'étais quand même un peu plus jeune qu'aujourd'hui, les premières fois que j'ai écouté. OK. Je comprenais pas ce que les gens voyaient dans le film. Genre. OK. Bon, Mais ça mon opinion a changé avec le temps. OK. Fait que ouais, dans Mulholland Drive, c'est compliqué à comprendre. Mais ce qui arrive avec ce film-là, c'est que le résumé, c'est que c'est une fille qui s'appelle Diane, en tout cas elle, qui se voit aller à LA, je pense, à Hollywood en tout cas, puis
qui veut vivre le American Dream, de genre devenir une actrice connue, etc. Elle veut devenir, tu sais, d'une grande renommée, puis tout. En Oui, arrivant là-bas, elle se retrouve avec quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui est, c'est quoi son nom? Euh, c'est Rita. Rita vient d'avoir un accident, puis là, elle se sauve, puis là, elle va dans genre, mettons, euh, le, la chambre, genre l'appartement que loue Diane, le temps oui. qu'elle est à LA. Mais ça, c'est pas vrai. C'est imaginé. C'est OK. idéalisé. Toute la relation dont Betty, qui est Diane, Oui. puis genre Rita, qui est Camilla, ça, c'est genre idéalisé. C'est dans la tête de Diane qui se voit être Betty, une femme qui est réussie dans son domaine, etc., qui est amoureuse de Rita. Ça, c'est dans sa tête. OK. Les vrais personnages, c'est Diane puis Camilla. Diane, c'est quelqu'un qui travaille sur le plateau, puis Camilla, c'est l'actrice ayant une OK. bonne renommée, etc. Fait que c'est là où ce que, genre, les frontières se frottent, c'est que tu sais pas qui est qui, puis qui est vrai. C'est ça, tu sais pas ce qui se passe. C'est ça. Ouais. Je veux Parce que, dire, tu sais pas. Moi, j'étais fucké, je sais plus quand qui c'était qui, quand qui était l'autre, puis j'étais comme, attends, là. ouais, mais c'est ça le but, c'est genre, il vient vraiment. Parce qu'en fait, en faisant ça, juste la représentation de l'idéalisation, genre que Diane serait Betty puis Camilla serait Rita. Quand tu prends Betty puis Rita, c'est tout un peu l'inconscient de Diane qui cherche à démontrer son désir le plus profond d'être en relation avec, euh, avec L'actrice. l'actrice, mais qui est techniquement pas une actrice dans son idéalisation. C'est genre elle l'actrice dans l'idéalisation. C'est comme OK. switch de place. Comme leur OK. vrai caractère, c'est genre Camilla l'actrice, Diane le Diane genre l'assistante. Ouais. Puis dans son idéalisation, c'est l'inverse. Le chiffre du pouvoir change. Exact, ouais. Mais c'est là que ça vient fucker les frontières. Mais puisqu'on parle de rêve, c'est qu'en plus de ça, t'as plein d'éléments bizarres qui se passent, que t'es comme pas sûr si ça a un lien avec cette chose-là. Puis comme, tu sais juste comme pas si ça a un rapport, mais quand tu analyses plus en profondeur, il y en a un, mais comme, tu sais, c'est genre, il y a une scène qui est comme dans genre un diner, puis dans Oui. un restaurant. Puis là, ça, c'est la scène la plus intéressante que je trouve dans le film qui parle de rêve. OK. Alors, deux personnages que t'as pas l'impression qu'ils ont un peu cette importance-là dans le film, mais ils ont leur importance dans la caractérisation onirique du film. C'est genre Dan puis Herb. Puis là, t'as juste comme Dan qui parle de son rêve à Herb, qui dit genre, il dit, mettons, j'ai eu un rêve. Parce que, mettons, Herb, il dit à Dan, pourquoi tu m'as amené à cet endroit-là? Pourquoi, genre, ce café, ce diner-là spécifiquement? Puis Dan répond, j'ai eu un rêve à propos de cette place-là. Tu te positionnais comme, là, il pointe, mettons, le fond vers la porte, tu te positionnais à cet endroit-là. Puis, tu m'as regardé un peu de manière, tu sais, un peu apeurée ou comme, tu sais. Puis après ça, il dit, tu m'as dit de genre te suivre, fait que je t'ai suivi. Puis là, en sortant dehors, j'ai vu genre un visage, mais comme, je veux jamais voir ce visage-là, plus jamais de ma vie, non, 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 ça m'a vraiment fait peur, blablabla, ça m'a traumatisée. Puis là, fait qu'il vient de décrire le rêve qu'il a eu. Oui. Le rêve va se passer devant tes yeux. Fait que là, t'as Herb qui se lève, qui va dans le fond, exactement comme l'autre, comme Dan l'a décrit. Il regarde Dan de manière un peu inquiète. Après ça, Dan le regarde lui. Là, il dit de venir. Là, Dan vient. Là, Dan commence à suer, puis à avoir un peu peur. Puis là, de plus en plus il avance, la séquence se termine avec le visage un peu, genre, épeurant, puis Dan s'évanouit. Parce que là, on vient vraiment, vraiment comme, encore une fois,
briser les frontières entre le réel et l'irréel parce qu'on parle d'un rêve, puis le rêve va se passer devant toi. Fait que là, tu sais plus si t'es dans le rêve, s'il y a eu un rêve prémonitoire, genre, tu sais, comme, tu sais pas. La frontière entre les deux est tellement blur que C'est ça, même les personnages eux-mêmes ne le savent pas, dans le fond. exact. Mais après, plus tard dans le film, Diane se retrouve dans le même diner, puis croise Dan. Fait que là, tu viens comme un peu, mettre en relation les deux personnages qui vivent euh, cette espèce de genre rêve et réalité. Wow. Mais c'est ça l'affaire aussi avec un film comme celui-là, Mulholland Drive, c'est que tu te mets tellement à analyser quelque chose qu'à un moment donné, tu vas analyser des choses que peut-être qui n'ont pas besoin d'être analysées. Ça devient une espèce de suranalyse de la chose. Ouais, Puis c'est avec des films comme celui-là, tu sais, je veux dire, je pense que Lynch, peut-être, c'est ça qu'il voulait à la base de comme amener les gens à peut-être suranalyser puis peut-être découvrir des choses sur eux-mêmes aussi dans l'analyse de ce film-là, tu sais. peut-être. Mais Lynch, en fait, tu sais, déjà à la base avec ce film-là, on te parle Hmm. de. Genre, on t'évoque le rêve comme. Tu sais, lui, il commence à te décrire son rêve, puis là, ça se passe, puis t'as juste comme dans l'avion, quand Diane parle avec mettons, le couple un peu personne âgée, elle dit, genre, j'ai toujours rêvé de vivre cette vie-là. Puis là, on devient un peu les positionner dans cet aspect-là de comme, tu parles de rêve, mais tu vas rêver, puis on va te mettre des éléments oniriques, puis on va genre vraiment enlever cette logique-là, mais aussi briser les frontières entre la personnalité de Diane qui est confrontée à un peu cette idée-là de genre double qui est Betty. Ben, ça vient aussi amplifier la psyché du personnage. Oh my God. Fait que Betty, Écoute, je t'écoute m'en parler puis on dirait que je veux saigner du nez, genre. Écoute, malheureusement, je vais devoir mettre fin à ouais. ça. Je sais que tu avais peut-être plein d'autres choses à dire. Oh non, c'était pas OK. mal la fin de mes notes aussi. Super. Écoute, comme c'est la fin du podcast, j'espère que tu as apprécié ta première présence. Peut-être que tu vas ça, je lance ça comme ça si ça te tente de participer un jour. Tu sais, moi, j'aime ça. Bref, comme tu le sais probablement, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/slash recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil/slash recommandation de la semaine pour nos invités? Conseil, non, mais recommandations, allez voir Batman puis le nouveau Scream. J'étais allée récemment, lundi, cette semaine, aller voir Scream. Ouais, j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'aime de Scream, c'est tout l'aspect, les mises en abîme, puis le fait que ce soit extrêmement méta. Fait que genre, c'est... Ah, ces films-là, c'est genre comme, c'est des critiques des films d'horreur de A à Z, là. C'est Ouais, comme, c'est, mais c'est vraiment nice. Puis c'est les références, tu sais, mettons je pense dans les premiers, c'est pas juste genre de, ben même encore dans le nouveau, c'est pas juste genre de dire le film d'horreur, c'est aussi l'inspiration derrière les plans. Tu sais, juste genre, il peut dire, mettons, est-ce que tu as vu Psycho? Puis le plan d'après, c'est genre la contre-plongée, exactement de la douche comme dans Psycho. Il peut faire ça, genre, c'est exactement ce que fait un peu la franchise Scream. C'est tellement nice. OK, ouh, c'est des émotions. Mon conseil/slash recommandation de la semaine, ça va être peut-être par rapport à un film que j'ai vu dont je me rappelle plus le titre. Mais si à un moment donné, tu as un accident d'auto sur un pont pendant qu'il mouille, puis que tu vis dans un rêve pendant 1 heure et demie pour tout un film, peux-tu ne pas mourir à la fin pour me faire chier? Merci. Bref, excusez, je me rappelle pas c'est quoi le titre du film, mais c'était avec Ryan Gosling, puis hostie que la fin m'avait fâché. Drive, ça. Non, peut-être que c'est ça. Tu sais, il meurt, ben en fait, il y a un accident d'auto sur un pont, puis là, il y a tout un film qui se passe au complet, puis là, il voit une psychologue, puis tout ça, Non, c'est pas Drive. puis, puis à un moment donné, c'était avec Naomi Watts aussi, Ok, non, c'est pas Drive. puis là, finalement, tu te rends compte, ben là, je viens de te donner le punch du film, je m'excuse, Non, c'est... mais à la fin du film, tu te rends compte que il est sur le pont après l'accident d'auto, puis toutes les personnes qu'il imaginait dans sa fausse vie,
c'est des personnes qui sont là sur le pont et qui sont comme, t'es-tu correct? Nanana, nanana, pendant qu'il est en train de mourir. OK. Oh. Puis, il y a des jumeaux, puis des jumelles, puis des triplés à n'en plus finir en arrière-plan. OK. Je Ah, sais non. pas pourquoi. Mais gars, peut-être l'univers onirique, gars. Ouais, c'est ça, j'étais en train de me dire. Au pire, je vais essayer de trouver le titre, puis soit je vais le mettre en bas ou. Ouais, je vais sûrement le mettre en bas dans les messages parce qu'écoute, je me rappelle même plus du titre, là, ça fait plus de sens. Mais Moi, tu bref, parles de Ryan Gosling puis voiture. Moi, je pense à Drive. ouais, non, ben c'est pas. Attends, je vais le googler, ça vaut la peine, là. Ryan Gosling, Mais c'est pas ça. IMDb. Ah, c'est Ryan Gosling qui était Young Hercule Arc. Excuse-moi. Euh, Pourquoi ça me donne les titres en français? Depuis quand? Arc, non, en anglais, s'il te plaît, merci. Pourquoi? Il veut pas le mettre en anglais. C'est bien n'importe quoi, ça. C'est quoi ce site de marque? Excuse-moi. Je sais pas ce qui se passe avec Internet, mais attends, je vais le voir. Souvenir d'Unbelievable. Tu sais, avec Naomi Watts? Oui! Stay! OK. Exactement. Oui, merci. Bref, stay. Bref, si tu as une chance de voir ça, c'est ça. Bref, donc le podcast est maintenant terminé après qu'on ait parlé de Stay. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine où on va apprendre à faire des finales de podcast qui ont plus de sens parce qu'on va l'avoir préparé un peu mieux que ça, David.